Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le château des Milandes, situé en Dordogne, a hébergé en son sein Joséphine Baker et sa grande famille. Retour sur son histoire. À la manière d'un ensemblier, Jean-Pierre Tortil tisse un lien design dans les intérieurs. C'est notre invité. Si le rose est clivant, le monde de la mode, lui, l'accepte à bras ouverts. Retour sur une couleur qui n'a pas toujours eu la cote. C'est à Bordeaux que la céramiste Margot Lécurias officie. Inspirée par l'espace et la terre, elle nous fait voyager dans son univers. Et avant de rencontrer le créateur Jean-Pierre Tortil, tout de suite, point de vue. Avant d'être mondialement connu pour son bleu éponyme, Klein était déjà surnommé Yves le Monochrome. Passionné de pigments, il s'allie à un marchand et un chimiste pour créer un procédé qui transformera cette teinte de bleu en un passage dans une autre dimension. C'est en mai 1960 qu'il déposera même à l'Institut national de la propriété intellectuelle cette teinte. Un acte qui protège ainsi le procédé, mais qui est surtout considéré comme une démarche artistique à part entière pour le monde de l'art conceptuel. Si on a longtemps eu l'impression que les gens évoluaient en noir et blanc avant l'apparition de la photographie en couleur, l'ouvrage du jour redonne des teintes vibrantes à 250 clichés datant de 1838 à 1945. Dans « Ils vivaient en couleur », les images recolorisées avec soin sont classées par thématique – enfance, sport, mode, ville ou encore art. Il replace ces tranches de vie dans une époque contemporaine où l'on a parfois tendance à rester de marbre face à l'histoire passée, vibrant. Si l'on est désormais constamment branché à Internet via son smartphone ou ordinateur, il ne faut pas oublier qu'un ancêtre bien cocorico a ouvert la voie vers la modernité. Le Minitel fit son apparition en 1980 et comptait bien révolutionner le monde de la communication. Il hissa d'ailleurs la France au premier plan de la télématique mondiale. Mais c'est face à la concurrence d'Internet que le Frenchie s'éteindra le 30 juin 2012, laissant derrière lui un goût de nostalgie à la française. Si l'on connaît Joséphine Baker pour ses pas de danse chaloupés, on en sait moins sur ses engagements multiples. Découverte de son ancienne demeure, le château des Milandes. Joséphine Baker arrive vers 1938 au château parce qu'elle a découvert ce château grâce à la propriétaire qu'elle rencontre dans le sud de la France. Elle propose à Joséphine de lui louer son château. Et là, elle est heureuse, on la sent heureuse, on sent que sa nouvelle vie commence. Surplombant l'une des falaises du Périgord noir, non loin de Sarlat-la-Canéda, le château des Milandes a été construit en 1489 par le seigneur de Caumont pour sa femme. Et c'est quelques siècles plus tard que la célèbre Joséphine Baker découvre ce havre de paix. Et elle a un coup de cœur, elle a envie de louer ce château. Elle habite à ce moment-là à Paris, au Vésinet. Elle est une grande star internationale et à l'époque, on dit qu'elle se met un petit peu au vert. Donc elle s'installe ici à partir de 38-39 et elle va acheter le château des Milandes en 1947 où elle commence là à tout restaurer, notamment les intérieurs surtout. Depuis 2001, c'est Angélique de Saint-Exupéry qui en est la propriétaire et qui en a fait un musée entièrement dédié à cette grande dame. Pour moi, il était vraiment important de parler de cette femme qui, finalement, les gens ne la connaissent pas tant que ça, puisqu'ils connaissent la ceinture de banane, mais ils ne connaissent pas la femme qui s'est investie, qui s'est engagée donc, pendant la guerre, et notamment après la guerre, pour la lutte contre le racisme. Agencée comme il l'était à l'époque de Joséphine Baker, Angélique déniche et recueille des biens lui ayant appartenu pour étoffer sa collection et donner l'impression que Joséphine va faire irruption dans la salle. Je retrouve des meubles petit à petit, mais ce qui m'amuse beaucoup au début et ce qui m'amuse toujours, c'est de chiner. Dans chaque pièce, là notamment dans la chambre d'Akio, j'ai mis cette année une grande affiche qui est une publicité sur les tissus Boussac. Parce que Joséphine, en réalité, tout le monde lui proposait, les grandes entreprises lui proposaient soit des habits pour les enfants, soit du matériel pour la cuisine. Et ce qui fait que je chine, je vais dans les brocantes, je vais sur Internet et je trouve petit à petit des choses.
Si l'on connaît la chanteuse et danseuse arrivée tout droit de Broadway et qui illumine l'Olympia, on connaît un peu moins sa personnalité engagée et qui la poussa à militer auprès de la France libre lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, elle passe son année ici. Et là, incroyable, elle se met au service du pays, de la France, et notamment des résistants qui sont ici, qui se cachent dans le maquis. Elle a son voisin, par exemple, qui est maréchal Ferrand, et grâce à Joséphine, ce maréchal Ferrand ne sera pas arrêté par les nazis. Joséphine Baker ne s'arrête pas là et devient même un élément redoutable pour les renseignements français. C'est pas anodin, c'est pas une star qui joue à l'espionne. Elle prend son rôle très à cœur, notamment dans ses partitions de musique. Elle écrit à l'encre sympathique, elle les met dans le soutien-gorge, elle cache des microfilms. Et des microfilms intéressants, puisque sur les microfilms, il y a des photos, notamment sur les photos des blindés et l'occupation des blindés allemands dans le sud-est de la France. On comprend que Joséphine est très efficace, puisqu'elle a un naturel extraordinaire, tout le monde la connaît, et on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle puisse être une espionne, entre guillemets. Figure de proue de la lutte contre le racisme et les discriminations, Joséphine adopte 12 enfants de nationalités et religions différentes qu'elle élève au Milan. Cette mosaïque en fait, a été posée par Joséphine à partir de l'adoption des enfants. Donc très amusante avec le dessin soit d'animaux, soit de fruits, de légumes, pour que les enfants apprennent en fait, le vocabulaire. Une cuisine symbole de cette diversité et du bonheur de Joséphine Baker à vivre ici, mais également un symbole de la fin tragique des Milandes. Joséphine ruinée, le château est vendu aux enchères, 1/10 de sa valeur. Elle va être tout simplement quasiment expulsée du château le 12 mars 69, lorsque le nouveau propriétaire arrive alors qu'il n'a pas le droit d'investir les lieux. Depuis la cuisine, il la pousse dehors comme une mendiante. Et on a une photo d'elle qui est terrible, où on la voit donc à la porte de son château. En fait, à l'époque, on a dit qu'elle avait perdu son 13e enfant un petit peu, et c'est le rêve brisé de Joséphine Baker. Un rêve brisé, mais qui laisse une empreinte indélébile au Périgord noir et un souvenir qui revit un peu plus chaque jour dans les pièces du château. Jean-Pierre Tortil, directeur artistique, scénographe et designer d'intérieur, crée des ensembles design grâce à son œil affûté. Ce qui me plaît, c'est l'éclectisme, c'est la rencontre. Il y a une chose à laquelle je crois profondément que j'appelle le métissage, donc le métissage des cultures, le métissage des langages. C'est ce qui permet de faire un petit peu, même pas un petit peu, même beaucoup, évoluer en fait le vocabulaire, les sensibilités, qu'après vous exprimez par des lignes, par du mobilier, par du textile. Jean-Pierre Tortil n'est pas vraiment du genre à se ranger dans une case. Designer, éditeur et décorateur, grâce à une expérience plurielle chez des galeristes, des architectes, il endosse aujourd'hui tous ses rôles avec quelques maîtres mots. Savoir créer, savoir dessiner, savoir fabriquer, mais surtout également comprendre l'essence des gens, comprendre l'essence d'un projet, essayer de décortiquer, je dirais, ce qu'a la personne dans son esprit. Dans l'atelier qui porte son nom, il imagine des intérieurs, des tapis, des meubles, et ses sources d'inspiration ne connaissent pas de limite. Ça peut être la musique, ce sont des couleurs, ce sont des mobiliers, ce sont des rencontres avec des pièces, avec des œuvres, avec des personnes. Puis aussi après une histoire que vous avez envie de raconter. Le mobilier est une passion pour lui et en quelques coups de crayon, Jean-Pierre Tortil donne forme à ses idées, des formes sobres et intemporelles. Je suis très mental et généralement, effectivement, j'ai la forme et les matériaux viennent presque en même temps. J'aime cette sobriété, cette simplicité et qui effectivement requiert aussi une très belle fabrication. Pour anticiper cette réalisation, il ne s'attarde pas longtemps sur le papier. Ce qu'il préfère, c'est prendre son ordinateur pour imaginer ses futurs meubles sous toutes les coutures. Là, je construis le meuble, je travaille en plan. Donc ça me permet effectivement tout de suite d'aller beaucoup plus loin dans son travail de courbe, de ligne
Et puis tout de suite, je me mets également dans la peau du fabricant. C'est-à-dire comment effectivement arriver à lire le dessin, à l'interpréter pour ensuite effectivement le transcrire. Un indice de plus, s'il en faut, que Jean-Pierre Tortil ne peut s'en tenir à un seul métier. Et ce n'est pas fini. Dans cet atelier, une bibliothèque bien particulière illustre une autre passion, le textile et surtout les tapis. Toujours à la croisée des rôles, il travaille en ce moment sur une boîte d'échantillons destinée aux architectes et décorateurs. J'associe en fait le tapis ou le textile à l'architecture. C'est voilà, quelque chose de similaire dans son travail de construction et d'élaboration. C'est aussi effectivement une palette de savoir-faire, de techniques, de couleurs, de rendus, d'expressions, mais absolument énorme. De tous ces savoir-faire est né son atelier, au cœur du quartier des antiquaires et galeristes, sur la rive gauche de Paris. Un environnement fécond et riche d'idées, mais aussi bien stratégique pour placer son adresse sur le chemin de tous les créatifs. L'atelier Tortil, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, un lieu de collaboration, tout en respectant l'identité et l'expression de chacun des créateurs et des intervenants. Ce jour-là, il reçoit la visite de Charlotte Bilgen, architecte d'intérieur. Ensemble, ils travaillent sur le projet d'une collection de tapis. Je t'ai rapporté les dessins avec les différentes options. Ici, moi, j'ai les dessins techniques, comme ça va permettre de voir déjà les premiers échantillons. Moi, j'arrive avec une idée, mais je considère que Jean-Pierre, il en apporte une autre. C'est-à-dire que toute sa partie enrichit mon projet. Parce qu'il y a vraiment les deux personnalités, les deux savoirs, les deux regards. Et il y a tellement de possibilités que, oui, ça apporte une vraie richesse au projet. C'est génial, c'est vraiment un travail, je dirais, à quatre mains. À travers les continents, les savoir-faire, les disciplines, Jean-Pierre Tortil trace sa route avec un maître mot, le partage. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Katharina. Jean-Pierre, designer, architecte d'intérieur, scénographe, éditeur, vous êtes un peu tout ça à la fois. Parfois, ça peut paraître un petit peu étrange ou confus pour les personnes, mais c'est vrai que j'ai un parcours assez éclectique. Je suis quelqu'un, effectivement, qui aime se confronter à différents types d'écriture, différentes situations, et effectivement, mon parcours m'a permis de passer par l'architecture d'intérieur, par le mobilier, et puis quelque chose d'assez exceptionnel aussi, qui était l'expérience de la scène en tant que scénographe quand je vivais au Brésil. Vous êtes un peu ce qu'on appelait autrefois un ensemblier. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je dirais que c'est effectivement ce qui m'a complètement nourri, puisqu'avant de travailler effectivement avec Michel Boyer ou André Poutman et puis après seul, je travaillais dans le monde des galeries. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, je dirais, les artistes décorateurs, le mobilier du XXe siècle qui est une grande passion, et effectivement tout ce que cela comporte, aussi bien le mobilier, la décoration, donc le maître ensemblier. Alors, vous venez de le dire, vous avez fait un peu vos gammes chez des grands comme Michel Boyer, comme André Poutman. Vous avez travaillé dans des galeries, des arts décoratifs du XXe siècle. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, de cet enseignement, de ce monde ? Je retiens alors une chose extrêmement importante, je dirais l'acquis de la connaissance, la curiosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, je dirais, et ce sont des personnes qui m'ont nourri, qui m'ont permis aussi de pouvoir accéder à beaucoup d'informations, notamment les galeries dans lesquelles je travaillais à l'époque étaient Denis Bosselet ou Jacques Devos. Après, ce qui était extrêmement important, je dirais, c'était rencontrer des gens comme Michel Boyer, bien évidemment André Poutman, où là, j'ai pu, je dirais, rentrer dans un autre monde qui était le monde de l'architecture intérieure, mais également le monde de l'édition de mobilier. Vous avez vécu également plus de 10 ans au Brésil. Oui. Qu'est-ce qui vous évoque ce pays, puisque plusieurs de vos collections, notamment Saudade, sont inspirées de ce séjour, de ce pays, de cette culture.
C'est la vie qui m'a emmené effectivement au Brésil. Donc à l'époque, moi je travaillais beaucoup sur Londres. J'étais en train vraiment de développer ma carrière en solo sur Londres. Et puis voilà, il y a un parcours, il y a comment dirais-je, une rencontre qui s'est faite, qui m'a effectivement conduit vers le Brésil. Donc un pays que j'ai découvert, un pays qui m'a complètement, je dirais, adopté et dans lequel je me suis beaucoup, je dirais, nourri de par ses arts décoratifs qui sont extrêmement importants et puis aussi son humanité qui fait vraiment, je dirais, la chaleur et la magie du Brésil. On m'a dit de vous, tout ce qui touche, ça devient de l'or, ce qui était un très beau compliment. Ah oui. Ce qui veut dire que vous pouvez vous exprimer dans n'importe quel domaine, et on le voit, que ce soit le mobilier, le tapis, le bois, tout devient beau. Ben, écoutez, je vous remercie. Et je ne sais pas qui a dit ça, mais j'avoue, ça me touche énormément. C'est une passion dans ce que je fais, une passion surtout avec les gens que je rencontre également, que ce soit aussi bien designer, que ce soit les ateliers. J'adore être dans les ateliers. C'est là où vous voyez la transformation des matières qui vous fait, je dirais, rebondir sur d'autres choses. Mais finalement, il y a quand même un fil conducteur, je dirais, qui lie tout ça. Peut-être une certaine, je dirais, rigueur, une certaine, je dirais, vision, mais j'aime pas être cantonné. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre et j'aime pas être effectivement cantonné dans une case. Qu'est-ce qui caractérise un beau meuble pour vous? Est-ce que c'est l'intemporalité? Est-ce que c'est l'harmonie, les proportions? Il y a cette notion d'intemporalité, oui, qui pour moi, je dirais, est une chose qui me touche beaucoup. Mais enfin, un beau meuble, je pense, c'est aussi sa proportion, son dessin, sa qualité, sa fabrication. Vous êtes aussi architecte d'intérieur. Vous avez récemment décoré le Gabriel à Bordeaux. Oui. Quels sont les premiers réflexes en abordant un nouveau lieu? La chose primordiale, c'est la rencontre déjà avec le client, qui pour moi est une chose essentielle, et la rencontre aussi avec le lieu. Donc effectivement, pour reprendre là, l'exemple du Gabriel, qui est tout à fait récent, c'était bien évidemment écouter effectivement je dirais le brief de la propriétaire et surtout du chef Alexandre Bauma, et donc comprendre, je dirais, leur discours, leur vision, ce qu'ils souhaitaient effectivement de l'espace. Et ensuite, je dirais, c'est toujours, tout projet pour moi est un projet, je dirais, à 4, à 6 mains. C'est une réunion justement de savoir-faire, parce que ce qui compte pour moi avant tout, c'est le résultat, c'est la pièce qui va effectivement sortir de ça. Merci Jean-Pierre. Merci Katharina. Bonbon, gnangnan ou réservé aux filles, le rose a longtemps eu mauvaise presse. Mais la planète mode s'en empare et déconstruit les clichés. On le pensait futile, sucré, associé à une féminité naïve et stéréotypée, mais ces symboliques sont en fait plus profondes qu'il n'y paraît. De toutes les couleurs du spectre, le rose est l'une des plus clivantes, y compris dans l'histoire de la mode. Il n'a d'ailleurs pas toujours été une teinte féminine. D'abord considéré comme une variante du rouge guerrier, il était porté par des hommes jusqu'au XIXe siècle. Quand l'habit masculin devient traditionnellement noir, le rose est cantonné à la féminité, associé à la fleur, à la douceur et à l'érotisme auquel on a relégué la femme. Au XXe siècle, le marché du vêtement et des jouets continue d'accentuer cette distinction binaire. Du bleu pour les garçons et pour les filles, du rose Barbie. Jeremy Scott traite avec ironie cette injonction à une féminité cliché en caricaturant les codes de la poupée vénale. En 2016, il est carrément déclaré couleur de la génération Millennials. L'année suivante, il devient le symbole de la marche des femmes de Washington en réponse aux propos misogynes de Donald Trump. Depuis, le rose a repris de la force. Libéré de ses symboliques mielleuses, il est devenu la couleur de l'affirmation et d'une mode décomplexée. En 2021, il a repris sa place dans la garde-robe masculine. On le voit sur des vestes Burberry, partout chez Casablanca, sur des vêtements techniques Kiko Kostadinov ou en version sport chic chez Paul Smith. Quant au créateur italien Giuliano Calza, il le traite de façon streetwear pastel pour sa marque GCDS.
Chez Blue Marine, il évoque une femme assurée et sexy et déconstruit les codes de la féminité docile. Chez Y Project, il est fuchsia ou délavé pour l'été 2022. La même saison chez Dior Homme, il habille le décor autant que les mannequins. Une collection hybride qui mêle costumes et survêtements, satin et motifs pop. Preuve qu'au XXIe siècle, les goûts et les couleurs ne sont plus enfermés dans les stéréotypes. Aujourd'hui, la mode libère plus qu'elle ne cloisonne, et l'exemple du rose ne pourrait être que le début d'une grande révolution. Dans les créations de Margot, fonction et forme riment ensemble et se font la cour. Objet fonctionnel ou pièce unique, la céramiste nous immerge dans un monde de sensations. J'aime bien quand on voit les imperfections et qu'on voit la terre qui a travaillé en fait. Ça permet de montrer la matière, ses faiblesses et en même temps sa nature en fait. Il y a quelque chose de très dans le lâcher prise et qui a un rapport très doux, très sensuel à la matière. Architecte de formation, Margot Lécurias a rencontré la terre lors de ses 5 années passées en Californie et a eu un véritable coup de foudre pour la matière. Depuis, elle jongle entre son premier amour, l'architecture, et sa récente passion, la céramique, qu'elle conjugue dans son quotidien professionnel. Ce qui me plaît dans la céramique et dans la terre, c'est que ça me permet d'avoir une forme d'expression qui est à la fois très en lien avec ma pratique architecturale. Ça me permet d'avoir des grandes pièces qui me permettent d'habiller l'espace, qui a des caractéristiques plastiques qui me permettent à la fois de faire des choses très structurelles et très sculpturales aussi, et larges et grandes, mais en même temps une approche très sensuelle. Guidée par ses mains, Margot façonne ses pièces utilitaires en déchirant instinctivement les bords pour leur donner un aspect primaire et brut. Pour les luminaires et pièces murales, elle les aplatit à l'aide d'un laminoir pour leur donner l'aspect le plus uniforme possible, puis intervient sur la découpe, ici aussi de manière instinctive. Quelquefois, je les laisse sécher plus longtemps, je force un peu les choses, où il suffit que quelquefois, ça soit dans un environnement qui soit très ventilé d'un côté. Donc quand elle va sécher plus vite d'un côté que de l'autre, du coup ça va créer de la tension et ça va craquer. Donc après il y a des accidents qui sont heureux et des fois où c'est pas prévu. Et parfois, avec une râpe, elle s'amuse à apporter de la texture à sa pièce. Pour moi, c'est important d'avoir vraiment une expérience où on a envie de toucher des pièces, où il y a une désacralisation de l'objet, que ce soit des pièces qui habitent l'espace, mais en même temps qui permettent de contribuer à la vie de l'espace. Donc il y a beaucoup de jeux de texture, de contraste de matière, des jeux de brillants avec les émaux, donc un apport d'émail à certains endroits, de brillants, de mat, de texturé et de lisse. Et je pense que ça aussi, ça vient de l'esthétique que j'ai développée, de mon identité, qui vient aussi de mon passé en Californie. Et donc, j'aime avoir des matières qui sont très nature et à la fois très minérales. En rentrant de Californie, Margot a passé plusieurs mois à trouver la chimie parfaite pour créer ses émaux. Du bronze, du crème, du moucheté qu'elle applique souvent au pinceau en plusieurs couches pour créer un jeu de texture. Attirée par le mélange des techniques, elle s'amuse aussi à illuminer certaines de ses pièces de petites touches de feuilles d'or. Ici encore, pour apporter de la profondeur avec élégance. Un travail de la terre presque méditatif qui demande beaucoup de patience. La céramique, de fait par son processus de fabrication et par toutes les étapes qu'il faut apprendre à respecter, particulièrement les étapes simplement quand on attache deux pièces, il faut qu'elles soient toutes les deux au même degré d'humidité. Il y a du temps de séchage qui est incompressible, des temps de cuisson qui sont relativement longs et voilà. Donc toutes ces étapes-là, il faut les faire
dans l'ordre et quand c'est le moment pour la terre. Donc en fait, il faut vraiment apprendre à respecter le matériau. Et on est juste dépendant de tout ça. Donc en fait, ça apprend beaucoup de la patience, l'humilité. Qu'elle façonne pour de grandes tables de chef ou qu'elle habille les intérieurs de ses clients, Margot Lécurias allie architecture et céramique où minéralité, aspect brut et sensualité fusionnent. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!